Alors, bonjour à tous. Donc, on va commencer l'événement. Alors, initialement, on devait être deux aujourd'hui pour présenter. Donc, pour ma part, je m'appelle Thibaut, je suis responsable des pôles Ads et Influence chez Affinity. Je devais être accompagné de Pierre, du coup, qui travaille également au sein du pôle en tant qu'expert SIA et SMO, qui a des petits problèmes de connexion, donc il nous rejoindra peut-être à un moment, mais pour l'instant, on va commencer ensemble. Pour vous présenter Affinity, l'entreprise existe depuis maintenant 22 ans. On accompagne aujourd'hui plus de 650 clients en B2B et en B2C sur des objectifs d'acquisition digitale, donc soit la génération de trafic, de vente, la génération de leads, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais également toutes les problématiques de drive to store et de notoriété. Aujourd'hui, on opère sur 6 pays européens avec 70 experts du coup pour un chiffre d'affaires de 31 millions. Et on est partenaire de pas mal d'organisations côté affiliation sur le CPA et l'IAB, côté Ads avec Google, Meta, Yahoo et Microsoft Advertising. Les métiers d'Affinity, du coup, se concentrent principalement sur l'acquisition digitale, avec notamment l'affiliation qui est notre métier historique. On travaille également les parties search et shopping ads, le social et le contextuel, et également de l'influence. Tout ça opéré par nos performance managers, du coup, qui sont les vrais chefs d'orchestre de la stratégie digitale. Donc, je vous le disais, on accompagne les clients en B2B et en B2C sur à peu près toutes les verticales aujourd'hui, donc soit la grande distribution, le sport, la puériculture, l'automobile, et également pas mal d'acteurs en B2B. Parmi les nouveautés Affinity, dernièrement, du coup, des nouveaux partenariats technologiques avec Wizali sur la partie attribution et analytics, SimilarWeb notamment pour toute la partie sourcing de nouveaux affiliés et Meltwater pour la partie influence et sourcing des influenceurs. Plusieurs nouveaux médias aussi qui ont rejoint notre listing d'éditeurs et de nouveaux clients. Dernier point, chez Affinity, on met l'accent sur la veille métier et la veille technologique. On rédige énormément d'articles et on organise pas mal de webinaires comme celui auquel vous participez aujourd'hui. Donc tous ces webinaires sont enregistrés, sont disponibles en replay. Je vous invite du coup à consulter éventuellement les derniers webinaires qu'on a pu animer. Et également, vous verrez sur ce webinaire, vous avez un espace de questions. Donc, je vous invite également à nous poser toutes les questions que vous avez pendant le webinaire et on pourra y répondre ensemble à la fin. Donc, on va pouvoir commencer sur le sujet du lead form, du coup, et comment l'utiliser dans sa stratégie d'acquisition B2C ou B2B. Donc, le lead form, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un objectif de campagne bien particulier qui est différent des objectifs de génération de leads classiques. Donc, c'est un format particulier qui va permettre de générer des leads B2C comme B2B et qui est vraiment propre aux plateformes sociales. Donc, aujourd'hui, le lead form, c'est un objectif de campagne qu'on va retrouver sur LinkedIn, sur l'univers Meta, donc Facebook et Instagram, sur Snapchat et également sur TikTok. Donc, vous avez des représentations du lead form sur ces différents réseaux. Donc, on va retrouver à peu près à chaque fois la même expérience. Donc, on va avoir une annonce sur Meta, sur Snap, sur TikTok ou sur LinkedIn qui va du coup ouvrir un format natif qui contiendra du coup tous les champs de qualification et qui permettent du coup de générer de la collecte de leads. L'expérience est sensiblement la même sur tous les réseaux. Donc, les avantages d'une campagne lead form. Donc, c'est pas forcément un format qui va venir en compétition avec des redirections landing page classiques, mais c'est un format du coup qui présente de gros avantages, notamment sa facilité de mise en place, puisque comme on est sur un format natif qui est complètement intégré dans l'univers in-app, il n'y a pas besoin de landing page. Donc, tout se fait directement depuis les plateformes publicitaires. Donc, ce qui fait qu'en termes de développement, c'est très, très simple à mettre en place. Il y a juste à connaître ces champs de qualification et à avoir une image globalement une image d'ambiance
pour créer ces annonces, mais il n'y a pas de problématique de développement de landing page, d'intégration et d'intégration de tags. Donc ça, c'est très facile à mettre en place. Comme c'est un format aussi natif et intégré sur les plateformes sociales, le temps de chargement est quasi instantané. Il n'y a pas de temps de chargement de page et de possibilité de déperdition ou de taux de rebond. Les formats publicitaires Leadform, en fait, sont préchargés sur les téléphones de l'utilisateur pendant que l'utilisateur scrolle. Donc, au clic, en fait, le chargement est quasi instantané. Ça ressemble un petit peu à des formats collection si jamais vous faites déjà des publicités sur Facebook. L'autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est l'autocomplétion. Vu que sur ces plateformes sociales, en général, vous avez des profils utilisateurs sur lesquels vous avez déjà renseigné les noms, prénoms, votre âge notamment, les adresses email, les téléphones. En fait, tous ces champs sont pré-remplis directement par les plateformes sociales sur le formulaire. Donc, du coup, la saisie est très facilitée, ce qui fait que l'expérience est ultra fluide pour l'utilisateur. Et souvent, ces données, en fait, sont des données fiables. En général, sur Facebook ou sur TikTok, on va utiliser sa réelle adresse email, pas des adresses email poubelles, comme on peut parfois en avoir sur des campagnes de génération de leads. Et donc, du coup, ces données sont beaucoup plus fiables. Et du fait, en fait, de tous ces éléments, les volumes, en général, avec les campagnes Leadform sont beaucoup plus élevés, ce qui donne aussi des CPL qui sont plus faibles. Donc, c'est aussi intéressant à intégrer dans son mix marketing. Bien sûr, ces lead-forms, du coup, ils sont associés à la puissance de ciblage des plateformes sociales. Donc, on va pouvoir associer ce lead-form à toutes les stratégies d'audience qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc, on va retrouver des stratégies de ciblage assez classiques comme les centres d'intérêt, les hashtags, par exemple, sur TikTok. On va pouvoir charger des audiences CRM, créer des audiences similaires. Sur LinkedIn, on va retrouver aussi des informations liées au profil professionnel, ce qui est très intéressant, notamment en B2B. Donc, on va avoir les secteurs d'activité, les postes occupés, les tailles d'entreprise. Donc, tout ça permet d'avoir des stratégies et d'A/B tester différents segments d'audience. Et ce qui est assez intéressant également sur ces plateformes, c'est qu'on peut intégrer ces bases de données utilisateurs pour les mettre en repoussoir. Donc, du coup, on se met dans une logique vraiment d'acquisition de nouveaux leads et dans une stratégie du coup de génération de nouveaux contacts. Dernier point qui est aussi intéressant sur le lead form, je vous disais, ça peut remplacer du coup une landing page quand on n'a pas les ressources pour en développer une. Ça offre aussi du coup à peu près toutes les mêmes fonctionnalités qu'on pourrait avoir avec une landing page. C'est-à-dire que sur Facebook, par exemple, on peut recibler aujourd'hui toutes les personnes qui ont ouvert le lead form mais qui n'ont pas converti, pour les retravailler du coup dans une logique de retargeting comme on pourrait le faire en fait avec un site web ou une landing page dédiée. Pour ce qui est des formulaires du coup et de la qualification, donc, on va retrouver en fait sur ces lead-forms les champs de qualification classiques, donc liés au profil de l'utilisateur. Donc, on va retrouver notamment tout ce qui va être prénom, le nom, l'email, les téléphones, code postal et ville. Sur Facebook ou sur LinkedIn, on peut aussi avoir des informations liées au profil professionnel, donc le poste occupé, le nom du poste occupé, l'entreprise, ce genre de choses, l'email professionnel, le téléphone professionnel également. Et on va avoir des champs personnalisés, qui sont en fait des champs qui vont permettre de créer de la qualification sur les leads. Et c'est des champs qui sont ultra intéressants, notamment quand on a des besoins spécifiques sur les leads. Et je vous encourage vivement à les utiliser. Donc, suivant les plateformes sociales, le nombre de champs personnalisés varie. De mémoire, sur TikTok, on est limité à 3. Sur Facebook, il n'y a pas de limite. Après, bien sûr, comme sur tous les formulaires, que ce soit du coup en lead form ou sur site, plus on met de champs de collecte et de qualification, moins du coup les volumes sont élevés. Donc il faut arriver à trouver le bon équilibre sur le nombre de champs et le nombre d'informations demandées. Et il y a certaines plateformes sociales aussi qui permettent de mettre en place en fait des vrais arbres de décision, comme on pourrait l'avoir en fait sur une landing page et sur une expérience site. Donc des arbres de décision avec des parcours personnalisés en fonction des réponses de l'utilisateur. Donc on peut par exemple, imaginons, je suis une entreprise B2B avec je travaille deux types d'audiences, des audiences du secteur public et des audiences du secteur privé. On peut imaginer au tout début du formulaire, avoir un champ de qualification pour savoir dans quel secteur d'activité travaille la personne et ensuite lui proposer du coup des champs de collecte qui sont différenciés
en fonction du coup du type d'entreprise dans laquelle elle travaille. Dernier point d'attention, et ça c'est aussi important de l'avoir en tête, la notion de champ facultatif n'existe pas sur les lead forms. Donc ça veut dire que tous les champs doivent obligatoirement être remplis par l'utilisateur. Donc du coup, il faut vraiment trouver le bon équilibre sur les champs de collecte qu'on propose aux utilisateurs, savoir s'ils sont vraiment indispensables ou non, et pas se dire je vais mettre ce champ-là et puis on verra si jamais j'ai pas les informations. Sur les lead forms, en fait, tout champ est obligatoire, donc il faut vraiment faire bien attention. Est-ce que l'information est nécessaire ou non avant de la demander? Si elle n'est pas nécessaire, ça sert à rien du coup de la mettre. L'effet risque d'être contre-productif puisqu'au final, on aura peut-être moins de volume de lead parce qu'on en aura trop d'informations. Alors, quand est-ce qu'on peut utiliser le lead form? Notamment quand on commence la génération de lead et qu'on n'a pas encore de site ou de LP, mais on a besoin de générer du lead. Donc, par exemple, on lance une nouvelle collection, on lance une nouvelle marque, on veut créer un peu de teasing, le lead form est assez indiqué pour ça, où on n'a pas les ressources pour développer des landing pages parce que les développeurs et les graphistes sont très occupés. Le lead form aussi permet de tester des modèles d'acquisition de leads sans forcément mettre toutes les ressources et mobiliser toutes les ressources à côté. Quand on a besoin aussi d'augmenter ces volumétries de leads, le lead form est très bien puisque du coup j'en parlais au tout début. Il y a beaucoup moins de points de friction quand on fait du lead form, du fait du format natif préchargé, du fait de l'autocomplétion. Du coup, les volumétries de leads sont en général beaucoup plus élevées. Et également, le lead form est très indiqué quand on a besoin de baisser ses CPL, du fait aussi de tout ce parcours de conversion qui est facilité. Le lead form ne vient pas forcément en compétition ou en concurrence avec des campagnes d'acquisition que vous pouvez déjà faire avec des redirections landing page. On en discutera, je vous présenterai ça un petit peu tout à l'heure. Mais c'est souvent plus un complément, en fait, qui va permettre d'aller chercher des segments d'audience et des segments d'utilisateurs qu'on n'arriverait pas à cibler avec des campagnes à la conversion. Et donc, du coup, ça va venir apporter un incrément en plus sur la génération de leads plutôt qu'une couverture, qu'un chevauchement de couverture. Ce qui nous amène au point en fait de l'approche itérative. Ce que je vous disais en fait, c'est pas forcément du coup un format qui vient en compétition. Nous en général, ce qu'on va faire sur le lead form, c'est habituellement on va travailler le lead sur de la redirection site et on va venir ajouter une couche lead form par-dessus avec des logiques d'A/B test pour voir en fait où est-ce qu'on arrive à générer le plus de volume avec quel coût de CPL, mais aussi quelle transformation des leads derrière. Donc c'est assez intéressant au niveau du lead form du coup de le tester en complément pour voir du coup quels sont les avantages et les inconvénients et peut-être avoir des stratégies diversifiées. C'est arrivé avec certains de nos annonceurs qu'on se rende compte qu'en fait le lead form marchait extrêmement bien sur Instagram, là où on était plutôt faible sur une stratégie de redirection landing page. Et donc du coup on a fini par développer en fait une double stratégie avec d'un côté des lead forms qui ciblaient uniquement des utilisateurs sur Instagram et de l'autre côté des campagnes de conversion du coup redirection landing page uniquement sur le réseau Facebook pur. Et donc du coup ça nous a permis en fait d'aller chercher beaucoup plus de volume de leads avec un CPL maîtrisé et derrière l'étude aussi des transformations. J'en parlais un peu plus tôt sur les champs de qualification. C'est quelque chose aussi qui s'A/B teste. On peut A/B tester plusieurs versions de formulaire pour voir du coup quelle est la version qui performe le mieux en fonction du nombre d'informations demandées et des champs de qualification. On a des annonceurs avec qui on se pose la question de savoir quelle est la meilleure question de qualification à poser. Notamment, il s'agissait d'une entreprise de pose de fenêtres et portes. Et donc, la question de qualification était de savoir est-ce que on a testé d'abord de savoir quel type de contact la personne souhaitait. Est-ce qu'elle peut être du coup contactée par email ou par téléphone ou une question plus sur le projet. Donc, savoir si la personne était plus en prise d'information, avait déjà un projet avéré et du coup souhaitait un devis. Donc, derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi étudié les transformations de chacun de ces formulaires pour voir lequel était le plus intéressant
pas uniquement en termes de CPL, mais aussi en termes de transformation du lead derrière. Ce qui nous amène au dernier point, ce qui est très intéressant avec le lead form, et notamment depuis le passage sur iOS 14, c'est qu'on a, comme on reste dans l'univers in-app, on n'a absolument aucune problématique de tracking et de consentement. Et ça, c'est ultra important, puisqu'en fait, aujourd'hui, quand on va faire du lead form, par exemple sur Facebook, on peut avoir toute la granularité d'analyse, donc forcément au niveau des audiences et des formats publicitaires, mais on va pouvoir aussi avoir une granularité sur les profils utilisateurs. Donc, on va pouvoir savoir est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui transforment le mieux, quelle est la tranche d'âge qui performe le mieux, quel est le placement entre Facebook, Instagram, entre les newsfeeds et entre les stories, quels sont ceux qui marchent le mieux, ce qui permet d'affiner le modèle. Aujourd'hui, ce genre de granularité, on ne l'a plus sur notamment Facebook, à moins de créer énormément de segments d'audience pour derrière analyser, ce qui nécessite aussi une structure assez lourde et pas mal d'investissements financiers. Là, on n'a plus du tout cette problématique et on peut du coup vraiment aller très loin dans l'analyse pour trouver les meilleurs mix du coût d'acquisition. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec notre annonceur où on avait testé du coup la redirection LP et la redirection lead form, où au final, on s'est retrouvé avec des stratégies différenciées en fonction des réseaux, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes performances en fonction des réseaux. Donc, partant de là, en général, le genre de structure qu'on va mettre en place est celui que vous avez présenté ici. Donc, on va avoir en fait deux campagnes d'acquisition en A/B test. La première, du coup, avec une redirection site, la seconde avec une redirection lead form. On va habituellement travailler plusieurs types d'audience. En général, on va mettre en concurrence des centres d'intérêt, donc une seule ou plusieurs audiences construites sur des centres d'intérêt, et également des audiences similaires. Les audiences similaires sont en général construites à partir des audiences prospects déjà existantes, donc par des chargements de bases de données, on va venir chercher des profils similaires aux personnes que vous avez déjà en base. Sur les créas, du coup, les annonces, on va toujours dans une logique un peu itérative travailler les visuels uniques, les carousels et les vidéos. Je vous encourage pas mal à faire beaucoup de tests à ce niveau-là. Nous, on a déjà eu des cas où les créas, notamment du fait de la granularité de l'analyse, on s'est rendu compte que les créas qui marchaient sur Facebook n'étaient pas du tout les mêmes qui marchaient sur Instagram, donc avec des stratégies aussi de message qui étaient différentes entre les deux réseaux. Et en plus de ces campagnes du coup d'acquisition, on va mettre en place des campagnes de retargeting. Donc là aussi, on peut rentrer sur une logique d'A/B test. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait dès le début pour des problématiques de volumétrie. Donc en général, sur le retargeting, on va privilégier soit le lead form, soit la redirection site, en travaillant en général deux audiences. Une première audience du coup visiteurs et éventuellement des audiences data CRM si jamais on a des problématiques de réactivation d'utilisateurs. Point extrêmement important, le lead form, du coup, du fait de sa facilité de saisie, en fait, et de son parcours complètement, de son parcours complètement intégré, en fait, fait que les utilisateurs n'ont pas forcément se rendent pas forcément compte, en fait, qu'ils sont en train de remplir des formulaires où on va pas avoir la même mémorisation publicitaire. Ce qui fait que ça implique une chose, quand on fait du lead form, c'est très important, intégrer les leads directement dans le CRM pour avoir un traitement le plus rapide possible, que ce soit par email ou par téléphone. C'est arrivé plusieurs fois avec certains de nos annonceurs que les leads, du coup, soient pas traités immédiatement, soient traités, du coup, avec un retard. Et dans ces cas-là, en fait, les retours souvent des utilisateurs, c'est mais j'ai jamais rempli de formulaire. Effectivement, parce qu'en fait, les personnes comme ils ne quittent jamais l'univers du réseau social, en fait, font pas forcément attention du coup au fait qu'ils sont en train de remplir un formulaire, oublient la complétion du formulaire et du coup derrière le lead devient très vite très froid. Donc il est important d'intégrer les leads au CRM. C'est quelque chose qui est très facile à faire. Il y a des connecteurs qui existent aujourd'hui avec les solutions de CRM type Salesforce, entre Facebook et Salesforce, il y a des connecteurs. Sinon, nous, on utilise aussi beaucoup Zapier, qui est un autre connecteur qui est assez connu, qui nous permet du coup de récupérer les leads et de les envoyer du coup
directement. Alors, il y a plusieurs stratégies. Soit ça part directement chez les commerciaux, soit ça part directement en base CRM avec les questions de traitement derrière. Si jamais c'est une problématique de votre côté, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre directeur de clientèle chez Efinity. On peut proposer des solutions aussi de traitement et de qualification des leads par téléphone, post-collect via Leadform, par exemple. Et dernier point sur le traitement des leads, il faut vraiment prendre le temps d'analyser la transformation des leads, que ce soit là, du coup, au niveau de la collecte du lead, mais également de sa transformation a posteriori. Donc, suivant les délais de transformation des leads, parfois les leads sont transformés très rapidement, c'est une affaire de semaines, parfois c'est des affaires de mois. Il faut quand même prendre le temps, en fait, de regarder la transformation des leads, et pas sur le levier de manière générale, mais vraiment en rentrant dans le détail des campagnes, des audiences, des placements, pour trouver les meilleurs segments, les meilleurs mix pour avoir le CPL le plus bas et la meilleure transformation derrière. Pour terminer ce webinaire, un petit case study pour illustrer un petit peu ces démarches et ces approches qu'on peut avoir avec nos annonceurs sur les problématiques de génération de leads. Donc, dans ce cas-là, il s'agit d'un annonceur qui aujourd'hui fait de la location d'appartements dans des résidences seniors. Donc, on est sur une cible donc de personnes assez âgées, en général les 65 ans et plus, sachant qu'il y a une deuxième cible secondaire sur cet annonceur qui sont les prescripteurs, donc notamment les enfants de ces personnes-là et le corps médical. Donc, l'enjeu pour nous sur cet annonceur, du coup, c'était, vu qu'on est sur de l'immobilier, c'était de remplir, du coup, très rapidement les résidences. Et donc, pour ça, du coup, on avait initialement mis en place des redirections landing page. Face à une problématique de volumétrie et de CPL maîtrisé, on leur a proposé de faire un test avec du Leadform. Donc, on a mis en A/B test, du coup, nos campagnes entre redirection landing page et redirection Leadform. Et ça nous a permis de faire plusieurs constats. Le premier, c'est la diminution des CPL d'à peu près de plus de 40%, donc ce qui est vraiment pas négligeable, et une augmentation de la volumétrie de lead de presque 80%. Donc, ça nous a permis d'aller chercher beaucoup plus de leads à un coût beaucoup plus bas. Et pour autant, on n'a pas perdu particulièrement en qualité. On a perdu à peu près 10% de taux de transformation sur les leads, ce qui est pas très significatif au regard des volumes. Et au final, en fait, le lead form s'est avéré bien plus pertinent et performant pour la génération du coup de contrats en fait signés in fine. Et donc du coup, on a complètement switché la stratégie pour se concentrer sur le lead form, et aujourd'hui, c'est ce qu'on continue encore de faire avec cet annonceur. Dans certains cas, le lead form, en fait, va pas. Dans ce cas-là, le lead form a pris le pas sur la redirection site, ce qui nous permet d'être beaucoup plus agile aussi dans nos stratégies, puisqu'on n'est plus dépendant des développements sites avec cet annonceur. C'est pas toujours le cas. Parfois, le lead form, en fait, on va se rendre compte que c'est plus un complément qu'un type de campagne du coup à privilégier. Donc, on va avoir les deux stratégies qui vont tourner en même temps sur des segments différents, ce qui nous permet en fait d'aller chercher beaucoup plus de volume. Donc, le lead form, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme un bonus en plus, et faut vraiment se dire qu'on se met dans une logique d'A/B test avec le lead form, et on va aller chercher à trouver le meilleur mix au final. Ce qui nous amène à la fin de ce webinaire. Je vais pouvoir du coup prendre les questions si jamais vous en avez. Vous avez du coup un petit module sur le côté. Première petite question sur le lead form Google. Alors effectivement, il existe une extension d'annonces aujourd'hui sur les lead forms, sur les annonces Google, pardon. Mais c'est une extension, c'est pas encore un format publicitaire dédié. C'est-à-dire que les annonces Google permettent d'ajouter un petit formulaire, mais l'expérience principale reste la redirection site. Le lead form existe également sur Google, sur YouTube uniquement, mais c'est encore un
un type de campagne qui est en A/B test chez Google et qui demande des minimums d'investissement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a préféré se concentrer sur l'aspect réseaux sociaux, sur lesquels, du coup, il n'y a absolument aucune contrainte pour lancer du lead form. Il n'y a pas de contrainte de minimum d'investissement, notamment sur Facebook, sur LinkedIn, TikTok ou Snapchat. Est-ce que vous avez d'autres questions à ça? Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, ce webinaire était enregistré, il sera disponible en replay, il vous sera envoyé normalement par email à la fin de ce webinaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, du coup, a posteriori, si vous souhaitez lancer un test avec des lead forms ou si vous souhaitez creuser un petit peu le sujet avec nous. Sur ce webinaire se termine. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et peut-être à bientôt chez Affinity.